Bienvenue à la partie 6 de ma série en 7 parties, tout sur le vélo électrique. La vidéo d'aujourd'hui couvrira ce qui est disponible en fait de freins, de guidons et de systèmes de suspension pour les vélos électriques. Nous verrons quel serait le meilleur choix pour vos besoins particuliers et votre style de conduite. Nous commençons juste après ceci. Si vous vous souvenez, dans la première session, nous avons parlé des 3 façons dont une bicyclette électrique peut se déplacer. Il est maintenant temps de voir comment elle s'arrête, les freins de la bicyclette. Tout d'abord, la manière dont les freins sont activés. Au lieu d'une pédale de frein comme dans une voiture, les freins d'un vélo, électrique ou non, sont actionnés en pressant une paire de leviers attachés au poignet. Le frein arrière est actionné par le levier droit et le frein avant par le levier gauche. Il en est ainsi pour toutes les bicyclettes, en Amérique du Nord, c'est-à-dire. Je dois mentionner que sur un vélo électrique, l'action de presser des leviers de frein de chaque côté active un interrupteur qui éteint le moteur. Il s'agit évidemment d'un dispositif de sécurité nécessaire pour éviter que le vélo ne s'emballe. En ce qui concerne la manière dont les freins empêchent les roues de tourner, le mécanisme d'arrêt le plus couramment utilisé sur les vélos électriques est le frein à disque, un disque métallique mince et perforé qui est monté sur le moyeu de chaque roue. Un étrier abrite une paire de plaquettes de frein plates fabriquées dans un matériau très résistant à la chaleur. Ces plaquettes compriment les deux côtés du disque, ce qui permet un freinage très efficace. Ils offrent une grande puissance de freinage, même par temps de pluie. Il existe différentes tailles de disques, allant de 150 mm à 203 mm de diamètre. Les plus grands se trouvent principalement sur les vélos de montagne. Les plus petits conviennent à la plupart des utilisations. Vous trouverez parfois des vélos électriques équipés de freins sur jantes, du type de ceux que l'on trouve sur les vélos non électriques. Il consiste en un étrier qui presse une paire de patins caoutchoutés contre les deux côtés de la jante de chaque roue. Ils sont moins chers que les freins à disque, mais aussi moins efficaces. Ils perdent beaucoup de leur puissance de freinage lorsqu'ils sont mouillés. Ils ont tendance à s'encrasser avec la boue ou la neige et ils nécessitent des réglages fréquents. Pour ces raisons, et parce que les vélos électriques sont plus lourds que les vélos non électriques, les freins sur jantes ne sont pas très populaires chez les vélos électriques. En revanche, ce type de frein est plus facile à comprendre et à ajuster que les freins à disque. Dans le monde des vélos électriques, il existe un autre système de freinage qui est très rare. Il s'agit des freins à tambour, comme sur les vieilles voitures. Les seuls vélos que je connaisse qui sont dotés de ce système de freinage sont en fait des tricycles couchés, l'Azub et le Ice. Il existe un système de freinage de vélo qu'on ne voit jamais sur les vélos électriques. Il s'agit des anciens freins à rétropédalage que nous avions sur les vélos de notre enfance. On ne trouve jamais de frein à rétropédalage sur les vélos électriques, probablement parce qu'il n'est pas possible de leur fournir un interrupteur de coupure du moteur. Quelque chose doit relier le levier de frein à l'étrier qui presse les plaquettes. Il existe 2 mécanismes différents, le système mécanique et le système hydraulique. Le type le moins coûteux et le plus courant est un simple fil d'acier torsadé qui passe dans une gaine rigide sous la forme d'un long tube rigide. Ces câbles sont peu coûteux et relativement faciles à remplacer lorsqu'ils sont usés. Leur principal inconvénient est qu'ils ont tendance à s'étirer avec le temps et nécessitent des ajustements occasionnels. En raison de leur nature extensible, ils donnent l'impression d'être un peu spongieux lorsqu'on tire sur les leviers de frein. L'autre moyen de relier le levier de frein aux plaquettes est un système hydraulique rempli d'huile.
Comme l'huile ne se comprime pas, les freins hydrauliques procurent aux cyclistes une sensation de fermeté lorsqu'ils tirent sur les leviers de frein et une puissance de freinage très efficace. Ils ne nécessitent aucun entretien sauf un rare vidange d'huile. Les inconvénients sont qu'ils sont beaucoup plus chers que les freins à câble et que lorsqu'ils doivent être entretenus, ils nécessitent des connaissances spécialisées. D'après ma propre expérience, j'ai parcouru 13 000 km avec mon cube équipé de freins hydrauliques et je n'ai jamais eu besoin de toucher au système hydraulique. Avant de passer au sujet suivant, je mentionnerai simplement qu'il existe un système de freinage supérieur. Il s'agit des freins hydrauliques à 4 pistons au lieu du standard, le frein à 2 pistons. Ceux-ci appliquent plus de pression sur les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein sont surdimensionnées. Les disques sont également plus grands, 210 mm de diamètre. Il conviendrait à un cycliste de vélo de montagne agressif ou à un voyageur qui remorque un campeur lourd ou à une personne très lourde ou à quelqu'un qui vit dans les montagnes. L'équivalent du volant de la voiture pour le vélo électrique, bien sûr, c'est le guidon, qu'on appelle aussi cintre. J'ai observé qu'il existe essentiellement 3 classes de guidons sur les vélos électriques et le choix dépendra du type de cyclisme que vous ferez et de votre condition physique. Le guidon plat, connu aussi sous le nom de guidon droit ou guidon tout-terrain. Ces guidons larges se trouvent principalement sur les vélos de montagne. Ils permettent aux cyclistes de faire des mouvements rapides et précis sur des sentiers étroits avec beaucoup d'obstacles et de courbes. La grande distance entre les mains fournit un effet de levier pour surmonter les forces de saisie des roues créées par les obstacles de surface sur le sentier. La position des mains force les coudes vers l'extérieur, ouvrant la poitrine, ce qui est bon pour la conduite agressive. Le guidon plat est fatigant pour les poignets, les bras et le dos sur de longues distances, alors il ne serait pas approprié pour un trajet d'une journée ou pour le cyclotourisme. Un autre type de guidon très différent est le guidon incurvé, ou on pourrait dire le guidon balayé vers l'arrière. Ici, nous voyons un vélo hollandais typique. Il a le type de guidon que vous voudriez si vous préférez être confortablement assis en position verticale. La position des mains réduit la pression sur les poignets. Ils sont idéaux pour ceux qui ont des problèmes de dos ou de cou. La position droite permet aux cyclistes une meilleure vision de la route et de la circulation que la position penchée. Un autre aspect de sécurité, c'est que la position verticale rend le cycliste plus visible pour les conducteurs d'automobiles. Il y a différents degrés de balayage et le choix est une question de goût. Le guidon de route. Ce guidon d'aspect sportif est taillé pour la performance. Il se trouve sur les vélos de route ou les vélos de course. Le guidon de route tire les bras vers l'intérieur, créant un meilleur coefficient de traînée, mettant le pilote dans une position plus aérodynamique afin de maximiser la vitesse. De plus, la position penchée abaisse le centre de gravité et permet donc un meilleur équilibre. Parce que la position penchée est inconfortable, le cycliste tiendra souvent le haut du guidon lorsqu'il aura besoin de repos. Dans ce cas, il n'a pas accès aux manettes de frein. Un autre inconvénient est que la vue du cycliste sur le trafic environnant est plus limitée. Il y a aussi des guidons réglables, comme ceux du Pedego City Commuter. Le principe de leur fonctionnement est la tige, qui est entièrement réglable sans avoir besoin d'outils. Ils sont utiles pour un vélo partagé par plusieurs personnes ou si vous aimez changer de position lors d'une journée de cyclotourisme. Se limiter à 3 styles de guidon est peut-être un peu trop simpliste. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il existe une grande variété de formes. La forme du guidon sera le principal facteur qui décidera quelle sera votre position assise. Mais si vous avez besoin que votre guidon soit positionné plus haut ou plus en arrière pour vous permettre de vous asseoir plus droit, vous pouvez demander à votre concessionnaire de vélo d'installer une rallonge de potence, la partie qui maintient le guidon en place.
Certaines potences sont réglables pour vous permettre de varier son angle avec quelques tours d'une clé Allen. Et si le vélo électrique que vous aimeriez acheter n'a pas le bon type de guidon pour votre goût, vous pouvez acheter celui qui conviendra parfaitement à vos besoins pour environ 40 $. Avant de passer au sujet suivant de cet épisode, jetons un coup d'œil à ce qui se passe aux extrémités du guidon, les poignées de vélo. Quand j'étais enfant, les poignées de vélo étaient de forme cylindrique, étaient en caoutchouc très dur et étaient durs sur les mains. De nos jours, nous pouvons profiter d'améliorations dans la conception et les matériaux. Les coureurs de vélo de montagne avec leur guidon droit et les coureurs de peloton avec leur guidon de route semblent préférer les poignées cylindriques. Ils peuvent choisir parmi une large gamme de matériaux de haute technologie pour une maniabilité et un confort optimaux. La plupart des vélos électriques sur le marché ont adopté des poignées ergonomiques avec une aile élargie à l'extrémité extérieure. Cette innovation disperse la pression sur votre paume et empêche de plier le poignet et de stresser les nerfs. Mon Pedego City Commuter est venu avec des poignées en cuir cylindrique. Pour moi, le cuir est moins glissant lorsque les mains sont humides. Il a une sensation confortable et il a un beau look. En ce qui concerne le guidon, si vous vivez dans un climat nordique, vous roulerez par temps très froid. Un bel ajout au port de gants ou de mitaines est une paire de moufles de guidon. Vous seriez surpris, mais lorsque vous mettez vos mains dans ces contenants isolés contre le vent, vous pouvez faire avec des gants plus légers ou pas de gants du tout selon la température. Si vous souhaitez en installer une paire sur votre vélo électrique, vous voudrez peut-être regarder ma vidéo « Moufle de guidon pour mon vélo électrique Rad Rover » liée dans la description. Passons maintenant au dernier sujet de cette session, les systèmes de suspension. Contrairement aux voitures, la plupart des vélos électriques sont livrés avec aucune forme de suspension pour absorber les chocs des nids de poules, des fissures et des bosses de la route. La plupart des cadres de vélos électriques sont rigides. Les avantages de ce type de cadre sont qu'ils sont un peu plus légers, un peu moins chers et légèrement moins compliqués que les vélos électriques qui ont une suspension d'une sorte ou d'une autre. Beaucoup de vélos électriques sur le marché ont un système de suspension dans la fourche. Sur la plupart d'entre eux, la fermeté de la suspension peut être ajustée pour fournir plus ou moins d'absorption des chocs routiers, ou elle peut être verrouillée pour éliminer complètement l'effet. J'ai possédé des vélos électriques sans aucune suspension et un avec une suspension avant, et pour ma part, pour rouler sur les rues de la ville, les chemins de terre ou les sentiers non pavés, une fourche de suspension est un gros avantage et vaut le coût et le poids supplémentaires. Si le vélo électrique avec lequel vous avez tombé en amour n'a pas de suspension avant, il serait peut-être possible d'y faire installer une fourche à suspension de rechange du marché secondaire. Cependant, de nombreux vélos électriques qui ont un cadre en aluminium moulé ne peuvent pas être ainsi modifiés. Un vélo tout suspendu est celui qui a un système de suspension dans la roue arrière ainsi que l'avant. Ceux-ci sont convoités la plupart du temps par des vététistes. Les inconvénients sont qu'ils ajoutent du poids supplémentaire au vélo, ils vous donnent une chose de plus qui peut faire défaut, et si ce dont vous avez besoin est un cadre à pas bas, le choix est très limité. Le seul que je connaisse est le Free Savannah, une bête puissante équipée d'un moteur puissant. Je peux imaginer qu'il serait agréable de rouler au printemps dans les rues de Gatineau lorsqu'elles sont parsemées de nids de poules fraîchement cultivés. Si le vélo électrique de votre choix n'a pas de système de suspension dans le cadre, il existe une solution qui peut être adaptée à n'importe quel vélo, une tige de selle à suspension. Il existe deux systèmes de tige à selle à suspension. Il y a la tige à ressort, un simple ressort à l'intérieur de la tige de selle, peu coûteuse comme sur cette photo. Mais le mécanisme bien supérieur est le système de suspension articulée, comme on le voit ici.
Voici une démonstration de son fonctionnement. Il existe plusieurs marques qui utilisent le même principe, le Thudbuster, Shockstop, Biko, Suntour, Kinect ou DMN, qui ne sont que quelques exemples. Une mesure supplémentaire de confort peut être obtenue en choisissant le siège le plus confortable possible. Certains sièges dépendent des ressorts ou de la quantité ou du type de rembourrage pour absorber les chocs. Pour une position assise verticale, un siège large et souple est préférable. Enfin, pour une position penchée, comme sur un vélo de route, une selle étroite est nécessaire, même si elle est terriblement inconfortable. Ceci conclut la partie 6 de cette série. Rejoignez-moi à nouveau dans la partie 7, la dernière, qui parlera de la grande variété de styles de vélos électriques et terminera avec des conseils sur comment acheter un vélo électrique et les moyens de rendre votre vélo plus sécuritaire. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, n'arrêtez jamais de faire du vélo.